que... Ça fait. Je vais lancer ça. Hop. Donc, je pense que là, tout le monde doit voir mon écran arriver. On est bon, on n'est pas en mode Je, présentation, là, mais... je vais me mettre là tout de suite. Hop. Donc, je suis accompagné... donc, Franck Léonard, je ne me représente pas, je pense qu'on se connaît tous, mais je suis surtout accompagné de Jean-Luc Marty pour cette animation-là, je te laisse te présenter, Jean-Luc. Oui, ouais, moi je suis Jean-Luc Marty, je suis basé à Strasbourg, je suis responsable des relations auprès des partenaires sur la région Alsace, Bourgogne, Franche-Comté. J'ai cru comprendre que vous aviez eu Sidonie auparavant. Je suis son homologue en fait sur la région de Strasbourg. Voilà. Voilà. Jean-Luc est aussi présent aujourd'hui puisque c'est entre guillemets le papa du support que on va vous présenter. Voilà, donc c'était important qu'on l'ait avec nous pour nous présenter les choses. Donc, en fait, cette présentation, elle s'inscrit dans un cycle qu'on va vous proposer cette année de webinaires, un peu à l'instar de ce qu'on a fait l'année dernière sur la retraite. Cette année, j'ai proposé qu'on puisse, et merci donc Céline et José d'avoir accepté ça, vous présenter finalement tout ce qu'il faut savoir sur le PER, décliné en plusieurs modules qu'on va pouvoir voir ensemble sur le deuxième semestre. Et on a souhaité commencer par ce premier module pour l'actualité étant prioritaire, pour vous permettre, si possible, d'avoir toutes les informations complémentaires nécessaires sur comment bien déclarer l'épargne retraite dans les déclarations des clients. Et on a appelé ça entre risque et opportunité, puisqu'effectivement, le risque de mal déclarer peut engendrer des conséquences et jusqu'au redressement possible. Mais à l'inverse, ça peut être aussi une vraie opportunité d'accompagner les clients sur ce sujet-là, donc et sur le sujet de l'épargne retraite plus généralement, pour voir avec eux comment ou quels sont les meilleurs outils pour optimiser et préparer leur retraite future. Et le PER est un des outils possibles. Donc on va aujourd'hui voir effectivement comment bien déclarer ces différents plans et ces différents dispositifs. Juste le slide suivant, bon, ça, je ne vais pas détailler puisque vous avez l'habitude et vous nous connaissez bien, mais je veux juste quand même vous préciser, puisqu'on a reçu nos résultats consolidés 2024 qui sont bons et qui ont été présentés à la presse d'ailleurs il y a quelques jours. On est excédentaire dans tous nos métiers sur l'exercice 2024, santé, prévoyance, retraite et placement épargne. C'est un chiffre d'affaires de 13 milliards d'euros qui a été réalisé avec un résultat net au niveau du groupe de 183 millions d'euros et des fonds propres qui ont été consolidés avec un ratio de solvabilité qui est de près de 2 fois supérieur à celui exigé par les normes prudentielles. Voilà, donc AG2R La Mondiale se porte bien et est dynamique dans tous ces métiers. Ça, je pense que c'est important pour vous aussi de le savoir quand vous parlez de nous à vos clients, ou pour vous, ou pour ceux et celles d'entre vous qui êtes vous-même clients du groupe AG2R La Mondiale. Alors, si on arrive sur le sujet plus précis là, donc du PER, quand on dit PER, en fait, PER générique, mais finalement, il y a plusieurs PER. On a des plans d'épargne retraite individuels qui peuvent être souscrits donc par les personnes physiques, bien entendu. Et dans ces plans d'épargne retraite individuels, on a la possibilité effectivement d'utiliser un plan avec une enveloppe professionnelle, donc on peut faire financer par l'activité professionnelle, ou alors on peut le faire aussi à titre personnel. On a aussi les plans d'épargne retraite collectifs. Et dans les plans d'épargne retraite collectifs, nous avons l'ancien PERCO, qu'on appelle PERCOL désormais, mais aussi le plan d'épargne retraite obligatoire, l'ancien article 83. Donc plusieurs outils possibles existent et peuvent être souscrits par les clients. Ces nouveaux plans d'épargne retraite peuvent coexister aussi chez les clients avec les anciens dispositifs qui existaient avant la loi Pacte, qui sont des anciens contrats Madelin,
des anciens articles 83 PERCO ou anciens PERP aussi. Donc vous pouvez avoir des clients qui ont souscrit les anciens dispositifs qui sont toujours en cours et aussi le nouveau dispositif PER. Donc ça commence à se complexifier un peu. Et puis, pour couronner le tout, bien entendu, il y a des enveloppes fiscales ou des enveloppes de déduction fiscale qui sont spécifiques selon les dispositifs qui ont été souscrits par les clients. Donc avec des règles de déduction et de déductibilité fiscale qui sont différentes selon les outils et qui interagissent entre les différents supports. Voilà, donc tout ça fait que finalement la loi Pacte avec le PER a cherché à simplifier les choses. Alors elle l'a fait en termes de véhicules, puisque aujourd'hui le véhicule PER peut embarquer pas mal enfin plusieurs types de versements. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il n'y a que moi, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Bah, contactez l'administrateur. Je crois que Vous éteignez complètement le... J'ai éteint avec le bruit. Oui, complètement. D'accord. Je sais pas. S'il vous plaît. On fait des tests, c'est normal. C'est bon? Vous m'entendez toujours là? Oui. Donc, je disais plusieurs enveloppes de déduction. Donc tout ça crée de la complexité finalement pour le client et pour vous aussi quand il faut déclarer ces différents dispositifs. Donc juste, oui, si on peut aller sur le slide suivant. Si tu me permets, Franck, on peut faire un aperçu là sur image sur les fameuses enveloppes entre le 163 et l'article 154, qui sont les mêmes PER. Oui. Mais on a effectivement, et puis c'est pour ça que je voulais m'arrêter dessus, on se rappelle qu'on a une enveloppe supplémentaire pour l'article 154 qui sont de 15% au-delà du plafond. Et puis c'est surtout intéressant de se dire, tiens, à quoi ils servent ces 15%? Ils ne sont pas là par hasard. Ils ont été créés en fait pour compenser, c'est un dispositif de compensation pour permettre en fait aux travailleurs non salariés de rattraper le taux de cotisation différentiel dans leur régime par rapport au celui des salariés. Vous savez que les salariés cotisent plus fort au-delà du plafond de la sécurité sociale en caisse complémentaire. Et ces 15%, en fait, ils servent à leur donner la possibilité de rattraper cette différence. Alors, je vous demande juste de le garder en mémoire parce qu'il sera important dans la déclaration fiscale par la suite. Voilà, c'était juste cet aperçu. Oui, merci Jean-Luc, tu as raison. C'est vrai, j'avais oublié, c'est important de le préciser, surtout qu'on va le voir un peu plus en détail après, effectivement. Donc, bien sûr, tous ces dispositifs, ils ont pour conséquence, si jamais ils ne sont pas forcément maîtrisés, peut-être de faire perdre des avantages de déduction fiscale à certains de nos clients. Et puis surtout, ils peuvent comporter le risque de redressement si jamais plusieurs dispositifs sont déclarés à tort et ont permis aux clients d'opérer trop d'économies d'impôts, ce qui peut arriver aussi. Voilà, donc tout ça fait qu'il faut pouvoir avoir la visibilité suffisante et maîtriser ces dispositifs et leurs déductions diverses pour pouvoir bien les déclarer et optimiser les possibilités pour le client de profiter de ces avantages fiscaux. Bon, les questions des clients, de toute façon, je pense que vous en avez aussi, mais c'est souvent est-ce que je peux verser plus sur mon PER quand il est en place? Quelles sont les limites de déduction, justement, qui me sont autorisées? J'ai plusieurs PER souscrits, individuels ou collectifs. Est-ce qu'il y en a un qui est supérieur ou prioritaire à l'autre ou aux autres? Comment est-ce que je peux éviter effectivement de mal déclarer mes versements ou comment je peux éviter d'omettre des versements? Bon, c'est toutes ces questions effectivement qui peuvent se poser à l'aune des déclarations fiscales et donc on va essayer de revoir ensemble là sur la demi-heure qui nous est impartie. Je te propose, Jean-Luc, de prendre la parole. Oui, je vais reprendre effectivement, merci. On va tâcher d'être assez didactique, d'y aller pas à pas, surtout c'est que vous compreniez le déroulé de cette déclaration et des risques qui sont dedans. On va s'arrêter déjà sur une première chose, vous savez, c'est ce disponible fiscal qu'on retrouve sur notre avis d'imposition en page 3, en page 4, ça dépend de la longueur de l'avis d'imposition. Ce qui est intéressant, et puis juste une petite explication, c'est qu'on se retrouve avec deux fois, vous voyez, alors c'est un relevé qui date de l'année dernière, on se retrouve avec deux fois l'année 2023.
Et on peut se dire, est-ce qu'il y a une erreur? Alors non, déjà, c'était d'expliquer qu'il n'y a pas d'erreur parce que vous avez l'année 2023 qui est déclarée sur les revenus de 2022 et vous avez l'année 2023 qui vous donne votre disponible de 2024, sachant qu'on a toujours une année, on cotise, on déclare sur N-1. Donc c'était juste d'avoir cet aperçu. Et puis on se retrouve bien avec les deux enveloppes, hein, le télédéclarant 1, le télédéclarant 2, où j'ai des enveloppes qui peuvent s'accumuler, hein. On se rappelle que je peux aller récupérer jusqu'à 3 années antérieures en plus de mon année présente. Voilà. Donc on va commencer à avancer. Oui, ben alors donc justement, Jean-Luc, mon disponible fiscal là, qui est indiqué sur mon avis d'imposition, est-ce qu'il est fiable? C'est ça, en fait, ça c'est la première question, c'est qu'il va dépendre d'une chose, il va dépendre de la manière dont je vais remplir ma déclaration d'impôt. C'est tout le risque en fait. Si jamais je me trompe dans la partie informative, eh ben, mon disponible va être faux et si je me fie à lui, finalement, je vais aller chercher des déductions qui ne seront pas autorisées. Donc c'est tout l'intérêt du déroulé, c'est de se dire, est-ce qu'on a bien fait, est-ce que ce qu'on obtient à la fin est juste et est-ce que finalement on peut aller chercher encore un certain delta et surtout éviter de faire des erreurs dans la déclaration. Ok, et donc du coup, ma saisie là sur ma déclaration, elle me permet quoi alors du coup? Alors, deux choses qu'il va falloir retenir, c'est que vous avez une partie en fait qui est déclarative et une partie qui est informative. Ça veut dire que dans mon avis d'imposition, hein, je vais vous le faire apparaître, vous avez deux grosses parties. Donc la partie du haut, en fait, celle-ci sert à déduire mes cotisations sur les cotisations que j'ai versées à titre personnel. La partie du bas, en fait, sert à faire de l'information. Elle permet justement de rendre juste la première planche qu'on a vue, hein, de rendre juste mon disponible. Et c'est tout là, en fait, la difficulté, c'est de se dire qu'est-ce que je remplis et où est-ce que je mets les bonnes cases et les bons chiffres. Alors oui, en effet, parce que moi, quand je reçois ma 2042, je vois des cases grisées qui sont pré-remplies par le fisc. Donc ça Voilà. correspond à quoi alors? C'est celle qu'on a vue auparavant, hein. En fait, c'est celle qui pose les problèmes. Cette case, hein, je vais remonter, vous voyez là, la case en grisé où j'ai 10 000 euros. Eh ben, c'est cette case qui pose des problèmes parce qu'aujourd'hui, les assureurs ont une obligation en fait de faire remonter dans cette case l'ensemble des dispositifs PER souscrits à titre individuel, donc article 163, et souscrits à titre professionnel, article 154. Et c'est là, en fait, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que je déclare et comment je vais le faire. Donc, on va se dire, qu'est-ce qu'on va retrouver? On a ces 10 000 euros. Il appartient, effectivement, il vous appartient et il appartient au client de venir faire le distinguo dans ce qui est article 163 et ce qui est article 154. Donc, qu'est-ce que je vais devoir reporter en fait dans mes cases 6NS ou 6RS? 6NS, c'est bien l'article 163 qui a été cotisé dans le cadre des nouveaux plans épargne retraite, donc les PER, PERI, et tout ce qui est ancien dispositif se reporte sur la case d'en dessous. Alors, pourquoi ce distinguo, hein? C'est parce que le traitement fiscal au terme n'est pas le même entre les deux. Mais bien entendu, le risque, hein, c'est de se dire, je reporte sans me poser de questions l'intégralité de la cotisation, par exemple les 10 000 euros. Non, non, je dois bien aller faire le différentiel. Pour cela, je reçois une attestation fiscale. La difficulté, c'est que là, au niveau des attestations fiscales, eh ben, elles sont différentes, hein. Je peux avoir une attestation fiscale qui va avoir une information sur la fiscalité sur la case à remplir. C'est ce qu'on fait en l'occurrence dans le groupe AG2R La Mondiale. Et puis, je peux recevoir aussi des attestations fiscales qui ne donnent aucune information, finalement, de savoir est-ce que ça a été cotisé à titre personnel, donc dans le cadre, et déductible à titre personnel dans le cadre de l'article 163, ou est-ce que ça a été cotisé, effectivement, dans le cadre de mon activité professionnelle en article 154. Donc là, il faut aller chercher le contrat et regarder dans quelle fiscalité il a été souscrit. Ok, merci.
Bon, j'ai une autre question, Jean-Luc. Moi, j'ai souscrit plusieurs PER en fait en cours là. Et est-ce qu'il y a un ordre et quel est l'ordre de déduction fiscale des différentes enveloppes de déduction? Voilà, alors comment ça marche en fait? Le dispositif principal, en fait, c'est le PERECO. C'est l'épargne collective, hein, celle qui s'adresse à l'ensemble des salariés sans distinction, qui va être prioritaire. Donc, on parle de l'abondement, qui lui va venir manger l'intégralité des autres dispositifs. Et on va avoir deux autres dispositifs qui vont être sur le même rang. C'est le PERO, hein. Le PERO, finalement, c'est ce qu'on appelle l'article 83, hein. C'est un dispositif où je vais désigner des catégories de personnel bénéficiaires qui se situent au même étage finalement que le PERI en article 154. Pourquoi sur le même étage? Parce qu'ils ne s'adressent pas, ils sont pas basés sur les mêmes bases de calcul. Mais pour autant, ils cohabitent. Et puis le dernier, bah, c'est l'article 163, c'est le PERI, hein, c'est ce que je déduis à titre personnel et c'est ce qui apparaît dans ma déclaration d'impôt. Donc c'est important, c'est de se dire, en fait, toutes ces enveloppes ont une incidence sur mon disponible personnel et c'est le disponible personnel que je retrouve dans mon avis d'imposition. Si je schématise, en fait, on s'est amusé de schématiser ça comme un Pac-Man, hein. Vous voyez, j'ai mon abondement qui vient manger mon PERO, et puis j'ai mon PERO plus article 154 qui, eux, viennent manger finalement mon article 163. Alors après, effectivement, Oui. Bah oui, oui. La question, j'ai un PER professionnel ou en fiscalité 154 bis. Est-ce que les versements consomment toute l'enveloppe de déduction à laquelle j'ai droit à titre personnel en 163? eh ben, pas toujours. Je prends l'exemple, hein. Imaginons que j'ai un disponible à titre personnel de 5 000 euros. Je vais mettre en place, j'ai de l'article 154 que j'ai fait à titre professionnel sur le même montant. Eh ben, mes 5 000 euros ne vont pas forcément venir consommer mon enveloppe de mon article 163, hein. Vous vous rappelez, au début, je vous avais dit, tiens, gardez-vous en mémoire là, ces fameux 15% qui sont au-delà du plafond de la sécurité sociale. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le calcul, hein, c'est que ces 15% qui sont une enveloppe supplémentaire à destination des travailleurs non salariés ne viennent pas consommer mon enveloppe individuelle. Et puis, c'est cette enveloppe-là qu'on va utiliser en premier. En fait, je la consomme par le haut, hein. Donc, quand je fais mon calcul, je distingue les 10% qui travaillent sur la même chose et je distingue les 15% au-delà du plafond. Et ceux-là n'ont pas d'incidence finalement sur mon article 163. Je prends un exemple, hein, j'ai utilisé 5 000 euros en article 154 et imaginons que j'ai 3 000 euros qui soient calculés dans le dispositif au-delà du plafond de la sécurité sociale. En fait, je n'aurai que 2 000 euros qui viendraient impacter mon article 163. On va le voir, hein, par la suite, comment je le fais, comment je le formalise. En fait, vous avez dans votre déclaration d'impôt, vous avez la cotisation sur les nouveaux pairs. En fait, c'est là où je dois indiquer la quote-part au-delà des 15% du plafond de la sécurité sociale, et celle-ci ne sera effectivement pas prise en compte dans mon disponible. Donc, c'est là où alors souvent on se retrouve avec une erreur, hein, parce qu'on Oui. ne pense pas à ce différentiel. Alors, mon employeur a mis en place un PERO, là, il n'y a pas longtemps, dont je bénéficie. Est-ce qu'il faut que je le déclare, même si c'est du collectif? Ah ouais, tout à fait. Aujourd'hui, je suis bien obligé de le faire. Et puis souvent, la problématique se passe quand mon employeur ou quand moi, chef d'entreprise, je décide de le mettre en place sur de la fin d'année et puis je vais au taquet, hein. Je peux comprendre. Par contre, effectivement, quand on l'a vu dans le déroulé, dans la manière dont sont consommées les enveloppes, bah, mon PERECO va venir consommer l'intégralité. Et même si
c'est l'employeur hein, qui fait la déduction. Moi, à titre personnel, je dois venir le déclarer dans cette ligne hein, 6QS. On va dire que c'est la voiture balai qui balaie l'ensemble des dispositifs, hein, que ce soit de l'abondement PERCO, PERCOL, que ce soit l'ancien article 83, que ce soit les anciennes fiscalités Madelin. Et puis aussi, si jamais j'ai décidé que mes jours de congés non pris, si j'avais décidé de les affecter à mon article 83, parce qu'on sait qu'on peut le faire, ou si je les ai monétisés, eh ben, je dois venir les indiquer là-dessus parce que je dois les déduire finalement de mon enveloppe individuelle. On peut dire, Jean-Luc, je pense que c'est souvent là qu'on voit des anomalies ou des oublis ou des erreurs hein, dans les déclarations. Oui, parce qu'en plus, il appartient à l'employeur d'informer son salarié des montants qui ont été versés dans ces dispositifs. Donc, si l'information n'est pas remontée, si le dirigeant n'y pense pas, si vous, en tant qu'expert, vous ne pensez pas aussi à reporter l'information, on se retrouve avec un montant indiqué sur la déclaration d'imposition qui est totalement faux. Alors, le risque, hein, c'est que demain, le fisc mette son nez dedans et vous dise, mais attendez, tout ce que vous avez déduit sur les dernières années, c'est pas bon. Et je peux vous dire que ça nous arrive quand même régulièrement d'avoir des clients qui nous disent, je me suis fait retoquer, on a regardé ma déduction d'impôt, elle est fausse, quoi. Alors, autre question, moi j'ai mis en place un PERI pour profiter de mon enveloppe de déduction fiscale sur mon IR et je mets le maximum autorisé, les fameux 10% de mon revenu là. Est-ce que je peux faire plus que ça et déduire plus ou pas? Voilà, c'est de se dire, finalement, quand j'ai tout consommé, est-ce qu'il y en a encore? C'est ça. J'ai deux possibilités qui vont pouvoir venir se rajouter. Je peux soit décider d'aller consommer l'enveloppe de mon conjoint, hein. On appelle ça mutualiser les enveloppes, ou alors je peux aller chercher les dispositifs qui n'ont pas été consommés sur les années précédentes. Alors attention, hein, on n'oublie pas que pour pouvoir utiliser l'enveloppe du conjoint, hein, il faut aller cocher la case 6QR, parce que dans ma tête, je me dis, tiens, je vais prendre le solde du conjoint, sauf que si je ne coche pas cette case, eh ben c'est fichu, la déduction ne passera pas. Ensuite, si jamais je décide d'aller consommer mes années antérieures, hein, pour rappel, le mode de fonctionnement, je consomme mon année N, et après, je vais aller consommer mon année N-3, c'est celle qui va être priorisée, mon année N-2, et après mon année N-1. Pour rappel, hein, si ces années ne sont pas consommées au fur et à mesure, elles disparaissent. Ça veut dire que si je ne les ai pas utilisées lors de la mise en place, je ne pourrai pas les réutiliser par la suite. Subtilité quand même, c'est l'ordre de consommation. Ça veut dire que si jamais je décide de mutualiser mon enveloppe, ce qui va être consommé en premier, c'est mon enveloppe personnelle. Ça veut dire que je vais devoir, en fait, si je prends l'exemple hein, de ce client-là qui a quand même de très très grosses enveloppes, il devrait verser déjà 105 000 € pour commencer à consommer l'enveloppe du conjoint. Il faut savoir que je consomme mon enveloppe et après je commence à consommer l'enveloppe du conjoint. Et la question se pose toujours, c'est de se dire, est-ce que j'ai intérêt à faire de la mutualisation ou plutôt à proposer l'ouverture d'un contrat au conjoint? Quand j'ouvre un contrat au conjoint, on va consommer à la même vitesse. Ça veut dire que les deux enveloppes sur l'année N vont être consommées ensemble et après on ira au même rythme pour consommer les enveloppes suivantes. L'avantage, c'est que ça permet de consommer l'intégralité du dispositif finalement sans avoir à sortir tout ce qu'on peut faire, et dans ce cas-là, plus de 100 000 €. Là, on peut consommer de manière plus régulière et de manière plus simple. On va essayer de mettre ça en musique, on va essayer de visualiser ce que ça peut donner quand je déclare. Donc, on a pris un cas tout simple, hein, c'est un BNC qui a 78 000 € brut par an. Premier élément, ce qu'on va aller regarder, en fait, c'est quel est son disponible. Donc là, en vertu de l'article 154, donc Madelin, il a un disponible de 12 400.
Et puis, à titre personnel, il a un disponible de 7 800. Et ce que je vous disais au départ, c'est que ce disponible, il est composé de deux choses. C'est la partie qui peut imputer l'article 163 et la partie qui ne va pas concerner l'article 163. C'est les fameux 15% au-delà du plafond de la sécurité sociale. Donc là, en l'occurrence, son enveloppe de 12 400, il y a une partie de 4 635, on se le garde en mémoire, on va le retrouver dans le déroulé, ces 4 635 n'ont aucune incidence finalement sur mon article 163. Voilà. On va regarder comment ça se passe. Prenons un premier cas. On a notre client qui a mis en place à titre personnel des cotisations en article, non, pas à titre personnel, à titre professionnel, un article 154. Hein. L'assureur a bien fait son boulot, il a remonté l'information. La question, c'est de se dire, à partir de là, qu'est-ce que je déclare? En fait, je ne déclare rien du tout, parce que ces 4 000 € ont déjà été déduits à titre professionnel par vous, et puis je ne déclare rien, je n'ai aucune incidence sur mon disponible personnel, parce que je ne dépasse pas les 4 635 qui n'ont pas d'incidence. Donc là, le risque, c'est de se retrouver avec un client qui se dit « Ah, j'ai du Madelin, je vois les 4 000 et puis je vais les reporter ». Ça nous arrive très régulièrement. Hein. Oui, moi j'ai vécu l'exemple la semaine dernière avec une infirmière qui a reporté la cotisation et donc en fait, elle opère indirectement une double déduction puisque de sa base imposable avait été déjà déduite la cotisation. Voilà, donc c'est un vrai risque et je pense qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent de cette manière-là aujourd'hui. Hein. Donc attention. On va aller un petit peu plus loin. Maintenant, on se dit, c'est la même chose, sauf que là, il n'a pas mis 4 000, il a mis 8 000. OK. Donc, on se rappelle qu'on a nos 4 635 au-delà du plafond de la sécurité sociale. Donc, comment je vais formaliser ça? Vous voyez ici, mes 8 000, je vais enlever 4 635 qui n'impactent pas mon article, ma fiscalité à titre personnel, hein, l'article 163. Et je vais reporter dans la case 6OS, c'est 3 365. En fait, c'est ceux qui serviront à calculer mon disponible fiscal l'année prochaine, c'est ceux qui impacteront mon enveloppe personnelle. Et là, je pense que dans 60% des cas, ça n'est jamais reporté. Ce qui veut dire que l'enveloppe fiscale qui apparaît est souvent fausse quand on a un revenu supérieur au plafond de la sécurité sociale. Autre cas, je cotise à titre personnel, hein, j'ai 7 800 € par an, je n'ai pas mis en place de dispositif à titre professionnel, je n'ai rien d'autre. Effectivement, là, je vais devoir reporter mes 7 800 parce que ces 7 800, c'est bien la déduction que je vais faire à titre personnel qui va venir impacter finalement mon impôt perso. Alors, on va un petit peu plus loin, on va compliquer les choses. Là, notre client, il a mis 7 000 € de cotisation à titre personnel. 7 000 € à titre personnel, et puis il a effectivement 8 000 € dans le cadre d'un dispositif professionnel en article 154. Là, les assureurs ont bien joué leur rôle, hein, ils ont remonté le cumul des deux. J'ai mes 15 000 € qui vont apparaître dans ma case grisée. À moi de bien scinder les choses et de refaire apparaître les choses. Donc, dans ma case 6OS, je vais bien indiquer la quote-part qui vient impacter mon plafond. Donc, j'ai 3 365 qui viennent impacter mon enveloppe personnelle. J'ai mes 7 000 €. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces 7 000 €? Deux possibilités. Soit auparavant, j'avais consommé toutes mes enveloppes fiscales mes 3 années précédentes, et puis je n'ai pas de conjoint, ça veut dire que finalement, je n'aurai qu'une partie de déductible. Ou alors, j'ai du disponible qui reste sur mon avis d'imposition, et automatiquement, il va venir consommer mes enveloppes précédentes.
Ou alors j'ai déjà tout mangé, mais j'ai encore mon conjoint. Et là, je peux rattraper les choses en cochant la case 6QR qui va venir impacter l'enveloppe du conjoint, si toutefois j'ai un conjoint. Dernier cas, j'ai un contrat à titre personnel, hein, en article 163, je verse toujours mes 7 000 euros. Eh ben, j'ai mon employeur, hein, ou moi en tant que dirigeant, j'ai bénéficié de l'abondement à hauteur de 7 500 euros. Hein. Comment je le matérialise? Bah, ces 7 500 en saisie, hein, je vais les mettre tout en bas. C'est ce que je vous disais, hein, c'est la case balai, les 7 500, de toute façon, vont venir consommer l'intégralité des enveloppes. Mes 7 000 euros à titre personnel, je les mets bien dans ma déclaration CICENS. Même problème qu'auparavant. Hein. Donc là, si je fais le calcul, ben, il ne me reste que 280 euros. Hein. À titre personnel, j'avais une enveloppe de 7 800, 7 520 qui sont consommés par l'amendement. Il ne me reste que 280 euros à titre personnel. Donc soit j'ai du disponible sur mes enveloppes, mes années précédentes, soit je mutualise. Si ce n'est pas le cas, j'ai plutôt intérêt d'arrêter de cotiser sur le dispositif parce que ça n'a pas de sens. Je ne bénéficie pas de la déduction fiscale et à la fin, j'aurai une imposition en sortie. Parce qu'on se rappelle que ce qui est déductible à l'entrée est fiscalisable à la sortie. Donc là, le conseil à donner, c'est mettez-vous en ordre dans la cotisation qui est versée. Si vous voulez continuer à verser, versez-le dans de la fiscalité assurance vie. De toute façon, je n'aurai pas de déduction à l'entrée. Et puis, à la fin, je récupérerai un capital qui sera net d'impôt. Oui. Voilà. Ouais. Ah, Ouais. on a quelqu'un qui est au téléphone en même temps. Voilà, donc après, on peut se poser la question à partir de là, Non, je quels crois sont pas. les Pourquoi ça clients serait de l'exceptionnel? Revenu fiduciaire. quels seraient les clients qui pourraient être prioritaires? Donc, porter une attention assez forte sur ces clients qui sont multi-équipés. Alors, si toutefois vous êtes au courant, hein, parce que je peux souscrire à titre personnel sans vous avertir, c'est les clients qui bénéficient d'un dispositif d'épargne salariale, parce que là, le risque de ne pas reporter l'information fait courir un risque grave. Revenu supérieur au plafond, parce qu'on a cette règle des 15% qui va s'appliquer, c'est de se dire, bah, tiens, j'ai peut-être encore du disponible là où je ne le pensais pas. Conjoint non équipé, les enveloppes qui sont antérieures, qui ne sont pas consommées, bah, oui, parce que si je ne le fais pas, bah, elles vont disparaître. TMI supérieur ou égal à 30%, bah, forcément, parce qu'en dessous, on peut se poser la question de l'utilité de mettre en place un dispositif finalement défiscalisant. Hein. Si je suis dans une TMI à 11%, est-ce que j'ai un intérêt réel à mettre en place ce type de dispositif, sachant que j'aurai une fiscalité quasiment identique, voire supérieure à la fin? Et puis, dernier élément, c'est ceux qui sont équipés d'anciens dispositifs. Pour une simple et bonne raison, c'est toujours le match de se dire, est-ce que je laisse mon épargne sur l'ancien dispositif? Est-ce que je le bascule sur le nouveau? Sachant que j'ai des conditions de sortie et de fiscalité différentes quand je suis encore équipé d'anciens dispositifs. Voilà ce qu'il en est. On a terminé. On est dans les 30 minutes que l'on avait prévues. Mais merci beaucoup Jean-Luc en tout cas pour toutes ces précisions et ces rappels. Mais on voit qu'on a un vrai sujet quand même de conseil et d'accompagnement des clients, hein, parce que là on a zoomé bien sûr sur le traitement fiscal des versements, mais on a aussi tout le sujet du traitement fiscal des prestations à la sortie, comme le disait Jean-Luc. Et là, il y a effectivement de l'analyse à faire et des conseils à donner parce qu'on n'a pas toujours des clients qui ont souscrit les bons dispositifs tenant compte de la fiscalité des prestations à la sortie. Ça, c'est important aussi. Et c'est à mon avis en ce sens qu'on a un vrai sujet d'accompagnement des clients et de conseils que vous pouvez valoriser auprès d'eux aussi, en analysant les choix à l'entrée, mais en analysant les choix aussi et leur traitement à la sortie. Ça, je pense que c'est important. En tout cas, on est là, bien sûr, pour vous aider, vous accompagner. Vous pouvez faire appel à vos conseillers AG2R La Mondiale pour traiter certains dossiers de vos clients qui vous paraissent épineux ou pour lesquels vous n'êtes pas certain
de bien remplir les déclarations. Ils sont là et disponibles. En tout cas, si vous n'en avez pas en face de vous, n'hésitez pas à me le dire et on organisera un accompagnement et un interlocuteur pour vous. Alors, peut-être avant de conclure, est-ce qu'il y a une ou deux questions, parce que je n'ai pas vu dans le fil s'il y avait des questions. Céline? Alors, dans le fil, il n'y a pas de questions, a priori, j'en vois pas, moi. Maintenant, effectivement, je peux qu'abonder dans votre sens. Je pense que moi, je fais ma déclaration toute seule avec monsieur et qu'on s'est fait retoquer sur ces sujets-là, quoi. Oui. Donc, je vais me la C'est repasser, la vidéo en boucle. Oui, c'est mais classique. c'est classique, oui. Oui. Le seul souci, c'est que souvent, nous, on le voit, hein, allez, profitons-en, il y en a pas autour de, il y en a pas, il y en a pas là autour de la table. Les banquiers arrivent, s'appuient uniquement sur l'avis d'imposition du client et ils disent, ben, au vu de ça, voilà ce que vous pouvez utiliser. Sauf que si on a mal déclaré au départ, ben, les informations sont fausses. Et donc, le conseil derrière, il est faux aussi. C'est Ouais, tout, c'est compliqué, c'est tout hein. le sujet. Donc, en tout cas, j'espère que le support était assez didactique dans l'information, dans le remplissage. On est bien sûr, comme l'a dit Franck, à votre disposition pour venir le réanimer et le réexpliquer dans vos cabinets respectifs. Bien sûr. Ben, s'il n'y a pas de questions particulières, ben, tant mieux, en espérant que ça a pu clarifier certaines choses peut-être, ou faire des rappels utiles avant cette déclaration fiscale. Et puis, on va vous souhaiter donc une bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre participation. Et donc, on aura une suite en juin, je crois, Céline, sur un autre module dédié au PER. Hein. Oui, on repart. Donc, celui-ci, c'était le module 4, hein, il me semble, de mémoire. Et on a 5 modules qui sont prévus. Voilà. Et effectivement, je crois que j'ai mis les informations sur notre intranet, mais je vais recommuniquer. Et puis, je vais relancer toutes les informations qui vont bien pour qu'on ait du monde. Ok. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Bonne de votre journée. Et puis, participation. Merci à vous. bon courage. Merci. Au revoir, au revoir. Au Au revoir. revoir. Bonne journée. Au revoir. Bon, merci Jean-Luc. C'est bon? Très Ça bien, vous- c'était super.